Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver en ce moment pour cette édition. Le vice-président en charge de l'énergie, Jafar Ahmed Saïd Hassan, s'est rendu ce jeudi à la centrale de Ouadjou pour prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux d'installation des groupes électrogènes dans le but de sortir le pays de ses difficultés en matière de l'électricité. Reportage de Saïd Ibrahim et Ibrahim Bakomari. C'était aux environs de 16 heures que le vice-président Jafar Ahmed Saïd s'est rendu à la centrale de la Mamoué à Ouadjou. Le but, c'est de s'assurer que les travaux d'installation des 9 groupes électrogènes évoluent. La population attend impatiemment l'opérationnalisation de ces groupes vu les délestages à répétition. Le vice-président a rassuré la population que le coût des gasoil ne sera pas d'actualité car quand il y a de la lumière, les clients vont s'acquitter de leurs factures. On ne peut pas aujourd'hui sortir 6 milliards de francs comoriens, acheter tous ces moteurs, les mettre au niveau de les 3 îles et dire on n'a pas les moyens pour acheter du gasoil. Le gasoil arrivera et puis la gestion se fera normalement. Les gens payeront leurs factures et puis vous verrez que tout ira au mieux parce que ce qui faisait que les gens ne payaient pas leurs factures, c'était l'absence de tout ce technique et aujourd'hui je pense qu'on est au maximum pour allumer le pays et sûrement on sera au maximum pour payer les factures. Notons que ces groupes seront répartis dans les autres îles, Moélie et Anjouan. Alors, il y aura 5, il y a déjà ce qui est installé ici, vous avez fait le compte, et puis en juin, on aura 6 mégawatts, ça prendra tout en juin, et puis à Moélie, comme vous le savez, on aura 2,5 mégawatts, ça prendra tout Moélie. Caterpillar va nous envoyer un moteur qui va arriver et ce moteur ira à Moélie. Voilà, c'est pour vous dire qu'on est au complet. La population espère qu'avec l'arrivée de ces groupes, la Mamoué va offrir une nouvelle page de son histoire et laisser derrière elle les délestages intempestifs. Ouverture ce vendredi au Palais du Peuple d'une session extraordinaire. 7 jours durant, les députés vont examiner la loi des finances du budget 2017. Reportage de Saïd Magaga et Salim Ben Abdillahi Zarkachi, compte rendu de Bintim Hadjou. Suite au rejet de la loi des finances relative au budget 2017, les députés avaient jusqu'au 31 décembre pour procéder à une deuxième lecture du texte pour son adoption. La session étant clôturée ce jeudi, c'est-à-dire plus tôt que prévu, le président de l'Union a donc convoqué les députés en session extraordinaire conformément à l'article 23, alinéa 2 de la Constitution. Une occasion pour le président de l'Assemblée d'appeler ses collègues députés à se mobiliser pour l'intérêt supérieur du pays. Les parlementaires sont quant à eux déterminés à relever le défi en représentant dignement la nation. Pour notre parti, on n'a pas de problème parce qu'on a voté le budget la session passée. Et on est encore là, on attend les autres nous rejoindre pour que le budget soit voté à l'unanimité. Dans ce budget, il y a des espoirs pour la jeunesse. Dans le budget, il y a la création des emplois, alors qu'à travers la politique du président de l'Union des Comores, il a tracé à ce qu'un jeune ait un emploi. Vu que cette stature a permis d'insérer dans le budget des dispositions visant à créer pour la première fois, je pense que cette fois-ci, après réexamen, l'ensemble des députés pourra adopter en plénière ce projet budgétaire. Pour cette fois-ci, ensemble, s'unissent pour le bien-être de la nation. L'ouverture de cette session extraordinaire réjouit le ministre des Finances qui souhaite à ce que ce texte soit adopté pour permettre au gouvernement de mener à bien son action de développement du pays. J'espère que cette fois-ci, les députés voteront le projet de loi de finances qui a été déposé. Tout le monde sait que fondamentalement, il n'y a pas de raison que cette loi soit rejetée. Maintenant, les pourparlers politiques ont eu lieu. Je pense que les lignes ont bougé.
Donc nous, notre action a consisté à parler avec les deux parties pour plus de cohésion. Et notre démarche a été de sensibiliser les députés à prendre toutes les décisions utiles au pays pour que le pays puisse disposer d'une loi de finances pour éviter tout dérapage budgétaire comme personne ne le voudrait. Une conférence de presse a eu lieu ce jeudi au Centre national de documentation et de recherche scientifique CNDRS. Elle s'articule autour du thème « La Constitution de 2001 amendée en 2009 ». À travers cette conférence, la juriste a dressé une sorte de bilan en proposant des perspectives en faveur d'une bonne gouvernance du pays. Reportage de Bintim Hadjou et Ibrahim Kabavou. Un jeune participant à la conférence débat a souligné qu'en aucun cas une constitution rédigée par un cabinet étranger ne saurait refléter les réalités du pays. Est-ce la constitution en elle-même qui n'est pas claire ou est-ce plutôt nous-mêmes qui l'avons mal comprise? À cette question, ceux qui ont pris part à cette table ronde s'accordent à dire que quelle que soit la pertinence du texte, si les hommes ne le respectent pas, il ne donnera jamais les résultats escomptés. C'est là que la conférencière remet en cause le principe de la tournante qui constitue, selon elle, un échec. Soit nous estimons que le principe de la tournante est à maintenir et que nous devons le sauvegarder. Dans ce cas-là, sauvegardons le principe de la tournante, mais amendons tout de même le texte pour rendre ce principe applicable et le rendre fonctionnel. Si nous nous sentons obligés aujourd'hui de maintenir le principe de la tournante pour rester ensemble, c'est que nous ne sommes pas suffisamment matures pour pouvoir demeurer ensemble sans que nous soyons obligés de nous référer à nos appartenances insulaires. Si nous considérons que nous sommes comoriens et non pas insulaires, j'estime que dans ce cas-là, c'est une constitution qui proposerait un État unitaire que nous adoptons. La juriste Malisa Youssouf Saïd estime par ailleurs qu'il ne faut pas dédoubler les institutions, car au final, on n'arrive pas à déterminer les domaines d'intervention des uns et des autres. Sur l'exécutif, si nous estimons qu'il faut absolument une représentation des trois îles, très bien. Élisons un président avec ses vice-présidents, mais désormais ces vice-présidents sont d'office gouverneurs. Est-il nécessaire d'avoir un gouverneur de Ngazidja et un vice-président de Ngazidja? Donc, la première proposition serait de fusionner ces fonctions. Je pense que cela rendrait plus lisible l'action des autorités. Cela serait bien évidemment moins budgétivore. Et puis cela aussi permettrait de réduire, si ce n'est finalement d'éliminer tous les conflits que nous avons pu connaître entre l'île et l'Union. En ce qui concerne le pouvoir législatif, il me semblerait pertinent à ce qu'on élise uniquement les conseils des îles qui ensuite se réunissent en congrès pour former l'Assemblée nationale. La conférencière estime que la constitution de l'époque d'Ali Souali était mieux que les autres parce qu'elle a tenu compte de tous les aspects de la vie quotidienne. Aujourd'hui, à force de s'attarder sur des questions du genre qui peut être candidat au présidentiel, les politiques occultent expressément les vrais problèmes. Autre volet de l'actualité, l'association Action citoyenne pour la justice et l'état de droit a tenu ce jeudi au siège du Conseil de l'île de Ngazidja une conférence de presse pour dresser le bilan des activités réalisées et tracer par la même occasion les perspectives d'avenir. Est-il besoin de vous le rappeler que cette association se donne pour mission de promouvoir l'état de droit, une justice indépendante et l'accès aux droits civiques? Reportage de Hassan Alifa et Ahmed Nassor. Depuis sa création en 2013, l'Action citoyenne pour la justice et l'état de droit s'est fixée comme objectif de défendre l'état de droit pour une justice équitable et transparente. Elle intervient dans plusieurs dossiers, notamment ceux ayant trait au litige. Ainsi, le président de l'ACJED appelle aux autorités de poursuivre l'affaire de la tentative de coup d'État du mois d'août 2014 et le dossier de l'assassinat du lieutenant-colonel Kombo Ayouba pour qu'il soit puni par la loi.
il était temps de revenir sur le plan et sur le front et de dire à ces personnes, à ces institutions, à ces citoyens, parce que tout le monde est concerné, que rien ne peut évoluer dans le bon sens si ça dénote à la loi, si ça ne se conforme pas à la loi. C'est pour cela que nous dénonçons les arrestations arbitraires, par exemple. Nous dénonçons les injustices différentes qui s'installent petit à petit au niveau du pays. Nous dénonçons également les licenciements arbitraires. Il est plus que jamais nécessaire de dire qu'il va falloir que des gens comme nous, comme vous les citoyens, se disent que assez, il faut un état de droit au pays, il faut un respect des lois, il faut que le règlement de quoi que ce soit appliqué à la lettre, mais ne pas faire la loi du plus fort. Nous demandons aujourd'hui, encore une fois, que le dossier de l'enquête de la mort du lieutenant-colonel Kombo Ayouba soit ouverte. Il n'est pas acceptable qu'un haut gradé de la nation soit froidement assassiné et qu'il n'y ait pas les enquêtes qui conduiront vers la justice de ceux qui ont fait cet acte ignoble. L'ACCED a convaincu qu'une justice équitable et indépendante et l'application des lois votées et promulguées sont gages de la stabilité d'un pays, raison pour laquelle elle appelle à la mobilisation du peuple contre les méfaits, car personne n'est à l'abri d'une injustice gratuite. Un atelier de validation d'un document sur la politique nationale de protection de l'enfant a eu lieu ce jeudi à l'hôtel Rétage de Moroni. Cette séance de travail, conduite par des experts nationaux, avait à examiner de fond en comble ce document censé protéger l'enfant des violences. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Sofiat Ibrahim. De l'enfant avec un plan d'action pendant les 5 ans. La validation de la politique nationale de protection de l'enfant aux Comores a fait l'objet de cet atelier. Pendant 2 jours de réflexion, les organisateurs se sont penchés sur le document qui démontre la nouvelle donne du gouvernement de protéger les enfants contre les violences. De ces travaux vont découler des activités qui consistent à protéger l'enfant, pour que l'enfant puisse vivre dans un environnement sain, de le protéger et de surtout les prévenir des maladies transmissibles, de son éducation, de l'accompagnement que l'enfant doit avoir. L'enfant qui a été violé doit être accompagné, suivi et pris en charge psychologiquement. Et au point de vue juridique aussi, il y a aussi les loisirs de l'enfant, la prise en charge de l'enfant qui vit avec un handicap, les loisirs de l'enfant et comment cet enfant puisse évoluer tout au long de sa vie jusqu'à l'âge adulte. Notre plus grand espoir, c'est que ces enfants deviennent les leaderships de notre pays et qu'ils puissent devenir des responsables de ce pays. Cette politique nationale de la protection des enfants aux victimes d'exploitation, de violences ou de pratiques néfastes a été mise en place depuis le mois de janvier dernier. L'année prochaine, il sera appliqué dans les 3 îles afin que les enfants se sentent en sécurité. Ali Maditaki est le tout nouveau directeur de l'hôpital El Marouf. Il remplace Dr Beniman qui assurait l'intérim de cette institution après la suspension de Zayn El Abidine. La cérémonie de passation au service a eu lieu ce vendredi à l'hôpital El Marouf. Reportage de Hilalidine Benchek et Ahmed Nassor. Au cours de cette cérémonie de passation de service, le nouveau directeur général de l'hôpital El Marouf a souligné que la santé est l'affaire de tous. Pour cela, tous les Comoriens doivent apporter leur soutien au centre hospitalier national. Il a aussi remercié les autorités concernées pour cette confiance qu'ils lui ont accordée. Pour le directeur général sortant, Dr Beniman, il a souligné qu'il a essayé de redresser la situation en général, notamment la sécurisation de recettes. J'ai veillé aussi à ce que les besoins en matériel pour l'équipement de ces services soient aux normes.
Bon, c'est un énorme challenge pour nous. C'est aussi un challenge qui sera transmis à notre nouveau directeur, parce que l'hôpital que nous voulons n'est pas cet hôpital actuel. C'est un hôpital que nous avons envisagé, que nous avons tracé. Le ministre de la Santé a pour sa part montré la volonté du gouvernement à soutenir le nouveau directeur dans la mission qui lui est assignée. C'est un expérimenté de la gestion des hôpitaux, puisqu'il a 35 ans de gestion d'hôpitaux dans un pays comme la France, un pays développé. Et donc, à mon niveau, il n'est pas possible, il ne sera jamais possible de transposer, sinon de transférer directement l'expérience en soi de la façon dont le nouveau directeur gérait les hôpitaux. Si on parle du sanitaire, il n'y a pas un de ceux-là même qui ont été nommés dans des postes aussi honorés que la direction de l'hôpital El Marouf, qui viennent de la France ou de l'étranger. C'est le premier. Donc il n'y a pas, à ce que je sache, il n'y a pas une priorisation de diaspora. On a besoin de quelqu'un qui fera l'affaire. Finalement, c'est une notion de choix, et le choix est toujours fait par un processus de formation et d'expérience. Ali Malitaki, nouveau directeur général, a fait 35 ans dans le domaine de la santé en France. Cette nouvelle responsabilité arrive à point nommé pour le bon fonctionnement de l'hôpital El Marouf. Un nouveau préfet en la personne de Saïd Ali Omar a été investi ce jeudi par la région de Hamahami-Mbwankou. Son investiture a fait l'objet d'une cérémonie qui a mobilisé toutes les couches sociales de la région. Il met ainsi fin à l'intérim assuré par le secrétaire général de la préfecture depuis déjà plus de 5 mois. Reportage d'Ahmed Ismail, compte rendu de Sofiat Ibrahim. Cette cérémonie d'investiture du nouveau préfet de Hamahami-Mbwankou avait sa raison d'être pour que cette région soit mieux représentée aux instances de l'État conformément aux règles institutionnelles en vigueur. Force est de reconnaître que, depuis plus de 5 mois, le préfet sortant a été démis de ses fonctions et l'intérim a été assuré par le secrétaire général de la préfecture, un cumul de fonctions pas facile à gérer. Cette cérémonie a permis au nouveau préfet d'annoncer les principales actions à mener. Premièrement, je me base sur la paix, la stabilité dans notre préfecture. Surtout la protection des enfants, la protection de la femme et la protection de nos biens. Protéger aussi les agriculteurs. Je n'ai pas de crainte du tout, parce que surtout la population de Hamahami-Mbwankou et surtout la ville de Mbéni en entière était présente. Cette préfecture se trouve au nord-est de Ngazidja. Elle regroupe 28 localités, dont 20 pour le Hamahami et 8 pour le Mbwankou. Saïd Ali Omar est donc le 10e préfet de cette région de 3 communes. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme sur RTC. Au revoir.